Bienvenue dans le Cercle des femmes atypiques. Nous sommes Nathalie Demeyer et Solange Emery. Et un mardi par mois, nous vous accueillons lors d'une masterclass afin de vous offrir des temps de partage entre femmes atypiques. Notre objectif? Vous donner les clés pour faire de votre différence une force. Vous coacher pour trouver votre juste place et vous épanouir dans votre job. Aujourd'hui, nous échangeons sur l'hyperstimulation sensorielle et intellectuelle. Et nous vous donnons également rendez-vous pour la prochaine masterclass le 17 mai. Voilà, je lance le replay, hein, comme ça, pour vous le renvoyer. On ne le diffuse pas, bien sûr, hein, ailleurs, c'est uniquement pour vous si vous souhaitez le revoir. Hein. Donc voilà, ça y est, j'ai lancé. Donc, ce que l'on souhaitait montrer également, c'est qu'il y avait en effet deux types d'hyperstimulation, et il y en a une qui est déjà simplement d'être en déséquilibre. Et déséquilibre, ça nous crée bien sûr une hyper petite stimulation, donc ça c'est déjà intéressant. Et en même temps, ça vient nous dans quelque chose qui est envahi au niveau du cerveau et envahi au niveau des stimulations. Eh bien, ça a l'intérêt de nous détacher de beaucoup de choses. Et moi, j'expliquais, c'est pour ça que je disais qu'on a pas mal échangé avec Nathalie sur le sujet aujourd'hui. Et j'expliquais que c'était le moyen sur lequel je suis rentrée en méditation. Sur la méditation, je n'ai pas pu m'asseoir, méditer au début quand j'ai commencé à m'intéresser. Et le mentor que j'avais, donc Elisabeth, que certaines connaissent, m'avait gentiment dit, bah, écoute, toi c'est simple, tu dois méditer sur un pied. Vous voyez, voilà, super. Ou aller travailler le côté justement du déséquilibre. Et ce que je vais vous demander, c'est justement de travailler, on va travailler ensemble assises, hein, il n'y a pas de chose, sur le déséquilibre. Parce que du coup, ça donne des éléments différents au cerveau, ça donne des éléments différents au corps, et qu'il y a un moment, on est obligé de lâcher. Et donc, si on veut rentrer vraiment déjà dans la masterclass, eh bien, on va essayer de lâcher déjà tout ça, lâcher le cerveau pour entrer directement dedans. Donc, la consigne que je vais vous donner, elle est super simple. Alors, je vais voir si, ouais, pour qu'on puisse remettre dessus. C'est de faire rouler les épaules en sens inverse. Donc, là, ça y est, là, je vois à vos têtes qu'on est vraiment, déjà, le mental et commence à fond. Donc, rouler les épaules en verse-inverse, c'est dire qu'il y en a une qui avance devant et il y en a une qui avance à l'arrière. Et donc, maintenant, je voudrais, voilà, donc je vois vraiment, bien sûr, dans les deux sens, que les deux épaules arrivent. Alors, c'est en même temps, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on doit faire ça en même temps, arriver à les mêmes en même temps, et bien sûr, et non pas, c'est pas les deux en même temps, les deux vers l'avant ou les deux vers l'arrière, c'est qu'on arrive. Et ça, c'est déjà des petites choses de coordination. Solange, tu leur as expliqué aussi que ça va être notre prochaine chorégraphie pour la masterclass. Il va y avoir une chorégraphie et on va être toutes. Alors, épaule droite en avant, épaule gauche en arrière, épaule droite en avant, épaule gauche et en même temps. Hop là. Et en même temps. Et en même temps. Donc, vous voyez, ça, c'est déjà du déséquilibre qui, à un moment, n'est pas possible et dans le cerveau et dans le corps. Donc, on va devoir, il y a des choses qui lâchent. Donc, par rapport à notre hyperstimulation, on va pouvoir entrer maintenant plus facilement dans notre sujet. Mais ça fait partie, hein, tous ces déséquilibres-là sont des sujets qui sont intéressants puisque ça nous permet en effet de lâcher. Le cerveau n'est pas en capacité de continuer à avancer et en même temps d'avoir quelque chose qui lui paraît complètement aberrant de gérer un déséquilibre. Donc, si on peut lâcher, bah, ça devient une opportunité, bien sûr, hein, pour nous, en tout cas, aller travailler le déséquilibre. Alors, maintenant que vous avez lâché, vous allez peut-être pouvoir poser votre intention par rapport à cette masterclass. Quelle est votre intention? À quelle question sur l'hyperstimulation souhaitez-vous trouver une réponse, tout simplement? Donc, posez pour vous. Et puis, en fait, ça sera votre ligne, votre objectif pour la fin de cette masterclass. Peut-être les mettre dans le chat. Une petite minute pour poser pour vous. Et puis, si vous souhaitez le partager, comme le propose Solange, on peut le partager. Celle qui le souhaite le partage dans le chat. Trouver le calme intérieur. Ouais. Conjuguer l'enthousiasme. Et c'est parti. Hop.
Et sérénité, mieux vivre avec, la mettre en sourdine. Comment mieux gérer l'éparpillement, comment accueillir besoin d'accomplissement et besoin de stimulation. Comment mieux gérer mon hyperstimulation, comment mieux l'investir, comment être moins fatigué. Faire de l'hyperstimulation une force et non une faiblesse. Ok. Super. Alors, on va commencer à faire d'abord un petit travail exploratoire sur l'hyperstimulation pour ensuite trouver et voir ensemble en fait quelles sont les clés, comment tout ça se met en place. On voit bien qu'il y a une part importante de notre mental, savoir qu'est-ce qui se passe en termes de neurosciences, et puis comprendre aussi comment on peut s'appuyer sur ses sens, sur son corps, sur ses émotions pour aller au-devant de cette hyperstimulation. Et comme un certain nombre l'ont évoqué, hein, de voir comment on peut en faire une force, parce qu'en fait, effectivement, au travers de l'hyperstimulation, il y a quand même des bénéfices à en tirer. Donc, avant tout ça, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en sous-groupe et d'aller voir en sous-groupe qu'est-ce qui met, en fait, votre jauge dans le rouge. Et surtout, aller identifier quels sont les facteurs de votre environnement interne, externe, qui sont des facteurs qui vont aller vous stimuler de façon émotionnelle, vous stimuler de façon sensorielle et ou vous stimuler de façon intellectuelle. Donc, quels sont ces facteurs? Et puis, ensuite, deuxième question, c'est de voir quels sont vos signaux d'alerte par rapport au fait que trop, c'est trop. Et que là, vous avez dépassé vos limites. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme signaux d'alerte? Je vous propose qu'on aille faire trois groupes. Ouais, on peut mettre la jauge. Ah oui. Voilà, comme ça. Comme ça, vous avez les questions sur la jauge. Vous pouvez faire une capture d'écran. Et puis, vous allez pouvoir partir en sous-groupe pendant 10 minutes. Et à l'issue de ces sous-groupes, en fait, nous vous inviterons à partager ces facteurs qui sont des stimulateurs et vos signaux d'alerte. J'étais juste en train de regarder. Super. Et j'ouvre les salles et vous aurez comme ça la surprise de découvrir avec qui vous êtes. Super, vous êtes déjà de retour. Vous avez été efficace. Sophie, on ne vous entend pas. Oui. Ah ouais. Alors, temps de partage avec les porte-paroles par groupe. Le porte-parole qui veut commencer. Pour l'instant, tout le monde n'est pas là, Nathalie. Ça y est, ils ne sont pas revenus tous. Je ne les vois pas. Je vois pas. Je vois certains de revenus. Hop. Voilà, on attend. Ça y est, tout le monde est là. Donc, chaque fois que vous revenez, vous n'avez plus de micro. Hein, on ne peut plus vous entendre.
Mais moi, je suis porte-parole, je veux bien démarrer sur… Très bien, Sophie. Si tout le monde est là. Ouais. Tout le Tout le monde monde est est là. revenu, c'est bon. Alors, et bien sûr, si je ne suis pas assez exhaustive, je vous laisse compléter. Alors, le tout temps votre de groupe. parole, Sophie, est de 1 minute 20 secondes. Top chrono. Hop, chrono. Dans les, comment dirais-je, dans les stimuli et facteurs émotionnels, sensoriels, intellectuels, on a retrouvé le bruit, la lumière, les échanges, les écrans, enfin, tout ce qui était auditif, visuel, sens, l'intellectuel, sous toutes ses formes. Il y a eu aussi les écrans qui ont été mentionnés, les personnes fatigantes. Enfin, on va dire, je pense que tout le monde comprend ce que ça peut vouloir dire. Bien sûr, bon, dans le cas du bruit, il y a l'open space, mais pas seulement. Et je termine sur les signaux d'alerte. Donc, grande fatigue, plus ou moins grande fatigue, mais fatigue, irritabilité, voire jusqu'à l'agressivité, et éventuellement débordement quand il y a un cumul trop fort. Il y a aussi des signaux physiques comme le mal de dos. Et irritabilité, fatigue, trouble du sommeil, mauvaise humeur, envie d'être seul, de l'anxiété qui est ressortie aussi, le ras-le-bol qui est avec la fatigue, et la sensation que la bulle est envahie et que on peut être sur la défensive. Voilà. Super, merci Sophie. Alors, Qui souhaite prendre la suite à notre porte-parole? A priori, il y a un groupe où il y a un problème de notes, dans ce que j'ai compris. Donc, je veux bien prendre le relais si vous voulez. Oui, Françoise. Donc, nous, on a identifié donc, des facteurs intellectuels, donc beaucoup les défis au travail en fait, et le fait d'être sollicité en fait pour de nouveaux challenges, et la difficulté souvent à dire non. Parce que on aime voilà, relever de nouveaux défis et on est très curieuse. Il y a des facteurs relationnels. Alors, est-ce que ça rentre dans le côté émotionnel, intellectuel, peut-être un peu des deux. Donc, l'hyper-empathie, le fait de sentir dans sa chair ce que ressentent les autres. Et puis, le fait d'avoir envie de se lancer quand on est en confiance avec quelqu'un, quand on se sent respecté. Il y a tout le côté, relation personnelle aussi qui a un fort impact, le fait d'être amoureuse, donc dans les choses plutôt positives et puis aussi les épreuves qu'on peut, vivre, à titre personnel, familial. Et les signaux, c'est des signaux physiques, le sommeil perturbé, l'épuisement, les pleurs, le fait de se mettre dans sa bulle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'essentiel. merci Françoise. Alors, le porte-parole pour un autre groupe. Coup, je vais être porte-parole. Ok. Alors, nous, dans le groupe, il a été question du bruit. Alors, du bruit en tout genre et du bruit qui peut être aussi de la musique, hein, trop de musique, voilà. Trop de musique tue la musique. Donc, du coup, le besoin justement de pouvoir s'isoler dans ces moments-là. Le fait que intellectuellement, tous les sujets sont intéressants et intéressent et beaucoup de lectures aussi. Et au niveau émotionnel, tout ce qui va être émotion forte vécue à l'extérieur.
Et les conséquences, ça peut être des grosses fatigues, hein, ça peut être le besoin de se retrouver, de s'isoler dans une bulle. Alors, incroyable, dormir avant 21h tous les 10 jours. Voilà, ça, je trouve ça C'est génial. Je Ah trouve ouais. ça c'est- génial. c'est une recette, ça. Voilà, la recette, mesdames, dormez avant 21h tous les 10 jours, ça marche. Ah ouais, Et tiens, on va se faire un truc de bonne pratique. Ah ouais, 21h. ouais, tous les 10 jours. 21h. Ouais, ouais. Autoriser le coucher tôt et aussi dans les conséquences, l'étouffement en fait. Alors je suis désolée, j'ai mon chien, j'ai un bulldog français là, qui fait beaucoup de bruit. Donc, si vous entendez, ce n'est pas mon mari. Avec Il fait Karine gros aussi, un bruit. petit sujet sur les chiots. Comme ça. Voilà. Ouais, super. Merci, Isabelle. Le lever tard, ça marche. Ah oh non, en naturopathie, je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment là-dessus. Armel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un doute. Non, je me disais, avec les enfants et tout, coucher avant 21h, c'est pas toujours, pas toujours facile. Plus le travail et tout. Non, mais Et puis, Isabelle nous moi, a mis un je sais défi. que je suis plus du soir en plus, mais par contre, le matin, c'est là où comme du coup, je me couche très très tard, j'aurais plus de préférence à dormir tard le matin, par contre. Donc, je sais pas, voilà, si ça marche aussi. On peut. La problématique du cycle, du cycle du sommeil, effectivement, le cycle qui régénère le corps, normalement, c'est coucher à 22h. Après 22h, on commence à entamer son cycle. Et donc, du coup, on a un sommeil, même si on le décale, qui est moins réparateur. Moins réparateur, ouais. Ouais, c'est la problématique. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. On donne des somnifères à tout le monde pour être tranquille à 21h. Alors, est-ce qu'il y a combien il y avait de groupes, Solange? Moi, je suis 3 groupes. Donc, on a eu 3 rapporteurs, on a eu plein de choses sur tous ces facteurs et ces signaux d'alerte qui sont, que ce soit le bruit, la lumière, les stimulations par le défi, qui vont bien sûr créer des signaux d'alerte qui sont en fait des signaux qui vont aller entamer notre feu intérieur, hein, comme vous avez pu l'exprimer, hein, qui vont entamer la fatigue, qui vont entamer le sommeil, qui vont entamer l'humeur quand on a des irritabilités, de l'agressivité, qui peuvent aussi, des pleurs aussi, qui peuvent aussi entamer nos ressentis, enfin nous créer des douleurs physiques, que ce soit dans le dos, au niveau peut-être des migraines. Et ce qui va être intéressant de voir, Solange, on avance, voilà, je voulais qu'on voit comment ma jauge influe sur mon feu intérieur. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus j'ai la jauge dans le rouge, je vais avoir soit un feu intérieur très éteint, hein, ce que tu nous disais, Karine, hein, le très bas, le très fatigué, ou un feu qui part dans tous les sens, un feu qu'on n'arrive pas à orienter. On peut avoir, quand on voit là sur la jauge en orange, voilà, quelque chose qui est incandescent, très interne, très comment dire, mis sous pression. Et puis pour aller emmener notre jauge vers le vert, où là, j'ai un feu, j'aime bien l'idée de ce dernier feu là, bien maîtrisé, avec des pierres, des petits morceaux de bûches qui
contiennent, qui font que, voilà, j'ai vraiment un feu qui va tenir longtemps, qui est équilibré, qui est contenu, qui est géré. Et en fait, c'est ça qu'on va aller explorer, qu'on va aller voir comment eh bien, on va pouvoir agir sur son feu et comprendre en fait qu'est-ce qui stimule le fait que la jauge, elle part d'un côté ou d'un autre. Qu'est-ce qui se passe? Comment tout ça se présente? Alors d'abord, la première chose, c'est prendre en compte la dimension neurosciences, la dimension de ce qui se passe là. Voilà, quand mon cerveau commence à fonctionner. Et pour ça, c'est de prendre en compte que au niveau de notre cerveau, il fonctionne, il y a trois cerveaux. Ouais. Ouais, Ok. vas-y. Le cerveau, Alors, attends, ré- du coup, ok. Mais c'est pas grave, on fera ça après. on Nathalie. fera après. Le Voilà. cerveau reptilien qui commande, en fait, qui est la partie la plus ancienne du cerveau, qui est en fait notre cerveau primitif, hein, celui dont étaient dotés les hommes préhistoriques et qui, en fait, était évolué dans un monde hostile où ils avaient à faire face aux prédateurs. Et donc, le cerveau reptilien commande toutes les fonctions de survie et toutes nos réactions qui sont la fuite, l'attaque, le repli, quand on est tétanisé, et qui vont aussi commander la fuite, l'attaque et le repli. Sur soi. Ouais. Le repli sur soi, et puis qui est le cerveau reptilien qui va être au repos quand on est en état de joie, tout simplement. On a une deuxième partie du cerveau qui est en fait le cerveau limbique ou cerveau intermédiaire, qui en fait est la zone qui va commander les émotions, qui va commander aussi toute la dimension sensorielle. Et je vais y revenir, qui est important. Il y a deux zones qui sont avec des spécificités dans nos profils atypiques. Et on a notre zone du cortex, qui est en fait la zone du cerveau, qui est la zone de la réflexion, de la prise de distance, qui est en fait la zone du cerveau qui s'est développée quand l'homme s'est mis debout. Donc, la partie du cerveau, on va dire la plus récente, la partie du cerveau de l'homme contemporain. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a différents événements à l'extérieur, eh bien, c'est notre cerveau limbique qui va commander nos émotions. Ces émotions, elles vont tout de suite, il est en lien avec la partie cerveau reptilien, et ces émotions vont de ce fait envoyer tout de suite l'information au cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien qui est le premier à réagir. C'est la partie du cerveau la plus rapide. Et donc, si c'est positif, il va être rassuré, il va être au calme. Si c'est négatif, il va commander nos comportements réflexes de fuite, d'attaque ou de repli sur soi. Ce qui se passe, c'est que quand on a un atypisme, on a ces caractéristiques d'hypersensibilité, et bien en fait, on a deux parties qui sont essentielles au niveau du cerveau limbique, qui sont d'une part l'amygdale, qui est plus active, plus sensible et plus vigilante. Donc, en fait, elle va déclencher un niveau d'alerte plus élevé que
quelqu'un qui a ce qu'on appelle un cerveau en, sans atypisme, un cerveau qui fonctionne de façon normale. Donc, du coup, ça explique le fait que, eh bien, on ait cette hyper réaction, hyper stimulation Je peux poser émotionnelle. une question? Oui, En fait, par rapport à ce que vous disiez, Nathalie, sur le fait que ça déclenche un niveau d'alerte plus élevé, sans vouloir jouer sur les mots, je me demande, non, parce entends que ça ne pas, me paraît pas être exactement plus bas. Mince. Pourtant, Et puis, ça a coupé. Ça a coupé? j'ai pas compris. Ça a coupé. Oui. Pardon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une question, il y a plus élevé. Et moi, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi le fait d'avoir un seuil qui est plus bas et qui fait que ça se déclenche plus vite ou plus tôt. Hein, c'est Alors, complémentaire, j'ai l'impression. c'est ça, j'allais y venir. En fait, du coup, comme il est plus, cette zone, elle est plus active, ça crée une surcharge au niveau limbique. Et par effet de ce que voilà, donc c'est exactement ce que vous venez d'expliquer. Donc il y a un effet de surcharge et du coup une fonction qui est démultipliée. Et c'est renforcé justement par le thalamus parce que justement sur ce thalamus, eh bien en plus il y a l'amygdale est plus active et le thalamus fait moins de tri. Moins actif. Voilà. Donc c'est là où il y a vraiment une difficulté dans tout ce qui peut être réception, puisque le tri se fait moins. Le thalamus, il a vraiment la logique de prendre toutes les informations et soit il les envoie donc dans l'hippocampe, qui est notre base de mémoire de photographie, pour se dire bah, ça c'est une situation que j'ai déjà vécue, je sais qu'il faut faire gaffe, pas gaffe, là ok. Donc c'est vraiment lui, le thalamus va envoyer les informations dans le reste du cerveau en disant regarde, là j'ai une nouvelle information, qu'est-ce que j'en fais? Donc lui, il a un vrai rôle de tri à transmettre dans tout le cerveau et lui fait moins son boulot. Et en plus, du coup, l'amygdale est suractivée. Et plus activée. Et donc là, on voit bien qu'il y a un moment, il y en a un qui fait… Enfin, les deux sont déréglés et donc automatiquement, ça génère davantage de difficultés, quoi. Donc, on a plus d'affluence au niveau neurologique, en fin de compte, tout simplement, parce qu'il y a une fonction tri qui est faible et une fonction alerte qui est forte, qui fait qu'il y a surcharge. Et c'est pour ça qu'on parle de suractivation du système nerveux, parce qu'il y a vraiment il y a un côté qui est plus qu'activé, quoi, qui est du coup ultra présent. Et ça, je vais dire scientifiquement, hein, scientifiquement, dans tout ce qui est REM, on a pu le constater, quoi. J'ai une question, Nathalie. Oui, Bouchra. Oui. Par rapport à cette spécificité cérébrale, j'ai envie de dire, il est acquis ou bien c'est constitutionnel, on est avec, ou bien c'est acquis avec les événements de la vie, cette spécificité dont tu as parlé? On est avec. On est avec, ouais. Logiquement, on est avec. Hein. Et c'est pour est ça qu'il y a une partie qui est génétique, hein, qu'on transmet aussi à nos enfants. Aussi aux enfants, ouais. D'accord. Donc, le côté génétique, ça donne un peu un côté de fatalité, je dirais. Mais non, bah, il y a plein de choses vachement sympas qu'on leur transmet à nos enfants. Et puis, si on prend le côté génétique, épigénétique, hein, si on va chercher un tout petit peu plus loin, en tout cas, moi, ça me convient bien en termes de croyances, l'épigénétique, c'est bien montré aussi qu'il y a dans la génétique, il y a une partie en effet qu'on transmet, mais en fin de compte, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas de chiffres là sous les yeux, mais je crois que c'est 5% réellement de génétique et on a 95% d'épigénétique. Donc en fin de compte, c'est tous les facteurs sur lesquels on peut jouer et qui vont faire que notre milieu va influencer la façon dont on va évoluer. Donc voilà, je pourrais vous redonner, dans les notes, je vous remettrai des éléments sur l'épigénétique, mais
enfin, en tout cas, moi, je maintiens, c'est ma croyance, hein, ma croyance fait qu'il y a tout ce côté sur l'épigénétique qui nous montre que oui, bien sûr, il y a toute une partie génétique qui est transmise, mais l'épigénétique permet de faire évoluer le système. Donc, pour nous, pour nos enfants, par l'alimentation, par tout l'environnement, par tout ça, agit, hein, pour changer, on va dire, certains éléments. Justement, c'est ça la finalité de ma question. Je voulais dire le point, enfin, notre pouvoir de changement par rapport à des changements, par rapport à enfin, des spécificités cérébrales qui sont constitutionnelles et notre pouvoir de changement par rapport à ça. C'est ça ma réflexion. Ouais, mais je vous remettrai des éléments. Je ne veux pas dire, j'irai regarder tout à l'heure à la pause les chiffres, hein, sur l'épigénétique et parce que là je suis dans mon bureau, je suis pas dans la maison, mais j'ai recherché un livre que j'avais de Joël de Frosnay qui était super bien sur l'épigénétique avec différents éléments, donc j'irai vous chercher ça tout à l'heure. Alors, bon, il n'y a pas en fait, que cette notion de saturation. Il y a des études qui ont mis, une étude qui a été faite par un Britannique qui a mis quand même en évidence que, en fait, de ce fait, comme il y a une activité plus importante, on a une capacité, en fait, à jouir davantage des événements agréables. Donc là aussi, en fait, ça peut être aussi, il y a une démultiplication sur les émotions positives. Donc, dans les deux ça, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Hein. Donc c'est aussi intéressant de prendre en compte ça. Donc en fait, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que au niveau de l'hyperstimulation, il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Le fait d'être plus conscient de ce qui se passe à l'extérieur comme à l'intérieur de soi, eh bien, ça nous donne accès à certaines capacités, comme des capacités d'intuition qui sont assez fortes, par exemple. Donc, en ça, c'est une dimension positive. Il y a une subtilité, donc une subtilité à tous les stimuli qui est plus importante et qui va nous permettre d'être plus en conscience, plus en empathie. Donc, selon j'en parlais tout à l'heure, hein, de la notion d'hyper-empathie. En termes de créativité, en termes de spiritualité, et qui va nous permettre de développer certaines activités et qui peuvent être dans le travail perçues comme des forces, notamment pour détecter certains risques, certains dangers, pour tout ce qui va être autour de la sécurité dans le travail. Dans la dimension qui va être un peu plus négative, c'est vrai que ça crée un niveau de stress potentiellement plus élevé, puisque en fait, on a un reptilien qui est plus stimulé en termes d'alerte. Je lisais les petits messages de Karine. Et ça, c'est cette alerte, hein, on va pouvoir le revoir. Et si on va maintenant dans le côté négatif, enfin, un peu plus négatif en tout cas que tout ce que ça peut nous apporter, parce qu'on est bien conscient de toute la chance, hein, parce que moi je pense vraiment que c'est une vraie chance d'avoir ce côté d'hyperstimulation qui nourrit quand même énormément. Eh bien, on voit qu'il y a différents types d'hyperstimulation. Il y a des petites hyperstimulations, des épisodes qui sont très brefs. Et là, dans ce cas-là, c'est à un moment donné où, OK, on va se sentir un peu submergé, anxieux, on va retrouver, mais c'est vraiment sur un temps donné. Là où ça peut
poser quelques difficultés par rapport à tout ce qu'on peut vivre, c'est quand ça devient chronique. Et quand ça devient chronique, on n'est pas du tout sur les mêmes conséquences, bien sûr. Et donc là, vous voyez, on a mis un peu la liste, chacun peut y retrouver, mais l'hyperstimulation chronique, ça va être en effet de se couper de son empathie, sa créativité, son intuition, être dans les ruminations, redévelopper un côté super perfectionniste. Françoise parlait tout à l'heure du verre à moitié plein. Voilà, le verre à moitié vide, l'amplification des problèmes, voilà, ne pas être drôle, les difficultés de sommeil dont nous avons parlé, et puis d'échouer plus facilement aussi sous la pression, parce que quand on a cette hyper stimulation qui est là, on peut être dans cette stratégie, j'allais dire d'échec, dans ces éléments-là, de ne pas être du coup d'avoir des difficultés aussi dans nos relations, par exemple aussi dans ce que vous avez noté, le manque de confiance, d'être plus sensible à tout ce qui peut être retour dans les relations, les critiques, de ne pas oser derrière et rester dans des zones de timidité, se sentir avec une certaine impuissance par rapport à tout ce qui peut se passer. Donc on voit que là, on commence à avoir en tout cas beaucoup d'impact dans tout ce qui peut se mettre en place. Est-ce que ça vous parle justement, cette hyperstimulation chronique? Et puis, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces... La rumination mentale. J'ai pas entendu. Moi, je me reconnais dans la rumination. Karine, on ne t'entend pas. On t'entend pas. Tu es trop loin de ton téléphone. Parce que parfois, Karine, on ne t'entend toujours pas, je suis désolée. C'est bizarre. Je sais pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'on t'a entendu là. Vas-y. Ah. Bah ouais, on t'entend. Ah, c'est bizarre, hein, j'ai rien fait. Ça coupe quand même. Non, ça coupe. C'est comme si tu étais super éloigné, tu vois, que tu étais à 3 km de ton ordi. Et là, vous m'entendez? Ah, mais le son diminue très vite. On entend les premiers mots et après, toi, ça tombe. C'est marrant parce qu'en fait, ça correspond à ce que tu nous as dit tout à l'heure. Sur ton énergie, ça monte et pouf, ça redescend. Voilà. Alors, ce qui... Moi... Est-ce que c'est dans le chat? Oui, on a déjà du coup quelques éléments. Le temps qu'Arine arrive, on avait... La rumination, ça parle à tout le monde, ça parle pas mal, on dirait. La difficulté de sommeil. Ok. Donc en effet, on voit qu'il y a un certain nombre comme ça d'éléments, manque de confiance, perfectionnisme. Ouais. La masterclass qu'on avait fait le mois dernier, c'était sur le syndrome de l'imposteur, mais aussi, automatiquement, tout ce qu'on peut ressentir, bien sûr, influe également sur tout ça. Les pertes de concentration, les pertes cognitives qu'on va pouvoir retrouver. Alors, dans ce qu'on peut proposer, procrastination, ouais, Orsola. Ouais, beaucoup en fait. Ouais. Dès que je me sens, en fait, je rejoins là, se couper de son sens de l'engagement. En fait, tellement démultiplié sur certaines choses que finalement j'en perds l'intérêt. Et c'est vrai que je remets au lendemain, en fait, souvent. Et quand je suis acculée, donc je le fais, mais voilà.
J'ai entendu quelqu'un au début disait que changer tous les 3 ans. C'est vrai que j'avais lu, c'est vrai, première année, super, deuxième année, troisième, quatrième. Voilà, là, je suis en quatrième année d'un changement de poste et voilà, ça commence un peu. J'adore, mais je pense déjà au prochain, en fait. Voilà. C'est la question du sens aussi, qui a un besoin fondamental. Et autour de l'hyperstimulation intellectuelle, il y a une recherche qui est toujours une recherche de sens, de nouveauté. Il y a, je sais plus qui est-ce qui disait apprendre, toujours apprendre, apprendre. Et Karine qui disait ça. Et en fait, des personnes stimulantes, le fait d'être dans cette quête de sens qui va être qui va nourrir en fait cette hyperstimulation intellectuelle aussi. Et dans ce qu'on mettait, parce que c'est un sujet que nous avons aussi avec Nathalie, je disais, moi, sur la quête de sens, maintenant, par rapport à des hauts potentiels, et dans les accompagnements, je le vois, on n'est plus sur une quête de sens. Voilà, il y a quelque temps, on voyait sur les hauts potentiels une quête de sens, c'est vraiment la direction que je veux avoir, quel impact je veux avoir. Et là, en fin de compte, c'est du sens, mais j'allais dire, c'est du sens à 3-5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas du sens, c'est pas une grande direction. On va retrouver ça sur le prochain engagement. Et ce sens-là, c'est ce sens. Du coup, il y a une autre notion du sens où ce n'est pas le sens de ma vie. On ne va pas être sur ces choses-là parce que justement, la vie de l'atypique va être très riche, très multiple, et plus. Et donc, du coup, trouver un sens global à du plus, on va dire, c'est super compliqué. Alors qu'en fin de compte, c'est des tranches de vie qui font pleinement sens, qui sont pleinement alignées à qui on est. Et c'est ça qui va être aussi intéressant par rapport à justement toute cette recherche de sens, parce qu'il y a des moments, c'est des moments de vie, et ces moments de vie sont plus alignés. Et du coup, comment on se positionne par rapport à ça aussi. Là-dessus. Alors, on va commencer à regarder les outils qu'on peut faire. Et dans la façon de fonctionner, dans différents outils, on a essayé de trouver une formule simple de savoir qu'est-ce qui fonctionne dans l'hyperstimulation, justement pour aller par rapport à cette hyperstimulation. Et il y a 3 éléments qui nous paraissent intéressants, qui est se focaliser sur quelque chose, c'est-à-dire que là on parlait par exemple de plusieurs sens, c'est se focaliser sur un sens, plusieurs couleurs, se focaliser sur une couleur, plusieurs activités, se focaliser à un moment donné sur. Donc il y a une logique de focalisation qui va permettre de dégager quelque chose. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un engagement qu'on va travailler que là-dessus, mais en tout cas, c'est cette focalisation, plus une logique d'espace, parce qu'il y a quelque chose qui se joue, on parlait de bulle, vous êtes plusieurs en disant, j'ai repris les mots, se mettre dans sa bulle, la bulle qui est envahie, on voit bien qu'il y a une notion d'espace qui va être importante, donc c'est focalisation plus l'espace, plus au temps présent. Et on va aller voir, bien sûr, après la pause, on va aller regarder des pratiques, ce qu'on peut faire ensemble. Mais en tout cas, il y a toujours ces 3 éléments qui vont être clés. Et il faut que ces 3 éléments soient activés pour que la pratique réellement fonctionne par rapport à l'hyperstimulation. Donc, je ne sais pas si vous avez, moi, pareil, dans nos partages, je disais, quand j'ai passé mon permis, pour ne pas être complètement dans un environnement totalement anxiogène, l'idée de passer un permis, c'était déjà un truc complètement monstrueux pour moi, je me suis focalisée pendant 3 heures sur retrouver les paroles d'une chanson que j'avais entendue 2 ans avant. Et donc, du coup, cette focalisation de rechercher les paroles d'une chanson, c'était sur les sons, c'est d'écouter une musique, mais me concentrer sur un instrument et d'écouter la partition de l'instrument. Voir un tableau, parce qu'à un moment, c'est d'aller regarder une couleur sur un tableau dessus. C'est quand je suis envahie par les activités, c'est travailler sur une activité en me disant, là, ça y est, mais réellement, je me consacre qu'à ça. Et de pouvoir justement
dans cette hyperstimulation, de pouvoir arriver à être dans cette focalisation, et je maintiens, en le remettant au temps présent, c'est maintenant, hein, je ne m'engage pas pour la suite, c'est juste maintenant, c'est un temps donné, et ça me crée comme ça un terme d'espace, une notion d'espace ou une bulle qui devient infranchissable. Si on prend ces trois dimensions, est-ce qu'elles vous parlent? Voilà, quels sont vos retours par rapport à ça? Oui, je sais que dans le travail, lorsque la to-do est bien trop longue pour pouvoir être complétée, pour pouvoir être faite dans la journée, voire même dans la semaine, je me focalise, donc je choisis la tâche, je coupe tous les stimuli, je retire la to-do de mon champ visuel et je me focalise que sur une seule tâche. Et je vais au bout de cette tâche. Et vraiment, en fait, j'y arrive que comme ça. Parce que sinon, après, je papillonne et sinon, je ne suis pas efficace. Donc, ouais. Et avec souvent une musique qui me permet de me mettre dans une espèce de transe hypnotique et qui vient occuper mon cerveau droit. Parce que c'est lui qui m'emmène partout. Hein. Ouais, tout à fait. Ça, c'est aussi super intéressant ce que tu partages. Dans la logique dans les hauts potentiels, il y a souvent deux activités en même temps. C'est-à-dire que là, c'est insupportable. C'est insupportable. Et si on veut réussir, on veut rester focalisé sur une activité, en effet, qui va nous demander de l'énergie, la deuxième activité doit être de l'automatique. Donc, quand tu parles d'écouter une musique qui, en effet, tu vois, qui va être utilisée de transit optique, en tout cas, une musique qui ne te demande pas de pouvoir être très attentive, ça fonctionne. Mais là où ça deviendrait compliqué, c'est si tu as deux activités qui te demandent de la réflexion. À partir du moment où on est, et ça on a pu voir, on a pu tester hein, sur les hauts potentiels, que ça fonctionne super bien quand tu as ton activité dans laquelle tu te focalises et l'autre qui va être en fin de compte la tâche automatique. Ah oui. Et je maintiens, ce n'est pas deux activités qui te demandent la même énergie. Sinon, tu es en décalage. Quoi. Et là, ça ne peut pas le faire. Mais je le vois, par exemple, je ne peux pas écouter des chansons en français. Parce que j'écoute. J'écoute et du coup, ça ne marche plus. Je ne peux pas rester concentrée. Je ne sais pas faire. Ouais, moi, je fais pareil, en fait. Quand j'ai besoin, à un moment donné, d'être efficace sur un truc, je me mets dans mon bureau, je coupe tout et je mets de la musique de méditation, mais et souvent pensée positive, parce qu'en plus, si je suis dans l'émotion un peu down et qui m'empêche de me concentrer correctement, le fait de mettre cette musique méditative et positive, ça me redonne une espèce d'émotion bonne et du coup, je peux me focaliser vraiment sur la fonction et aller plus vite. Ou dans le sport, je vais me focaliser sur ma respiration, par exemple, pour me dire, tu penses que à ça, sinon le cerveau, il repart, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est une bonne technique, ça marche, pour ma part, ça marche plutôt bien, je trouve. Je voudrais juste, par rapport à la focalisation, moi, dans mon cas, j'ai besoin de calme. Sinon, je n'arrive pas à me focaliser. Je n'arrive pas à me focaliser vraiment quand il y a un bruit ou même si c'est minime, j'ai besoin d'un calme pour me focaliser. Et ma question, c'est par rapport à la notion de l'espace et du temps dont tu as parlé, Solange. Je n'ai pas très bien saisi ce que tu peux... Oui, c'est que cette focalisation, elle va se faire sur un temps donné. Ce n'est pas une focalisation qui peut durer. Donc, on est vraiment sur un temps donné, et j'allais dire, et c'est maintenant. Ce n'est pas une focalisation sur des choses qui ont pu se passer dans le passé ou que commencer à anticiper sur l'avenir. On est vraiment au temps présent. Donc, ça, c'est vraiment pour la notion du temps. Du coup, on est dans la logique de la pleine conscience. Hein, c'est du ici et maintenant. Et tout ce que je vais faire, je vais penser, je vais me focaliser sur du ici et maintenant. Donc, je ne peux pas me focaliser sur des choses qui vont être à venir. Il faut que je me focalise vraiment sur des choses qui sont là, maintenant. Et la notion d'espace, c'est que, moi je le vois par rapport aussi à mes activités, c'est que quand je suis super focalisée, c'est là où j'ai maximum besoin d'espace autour de moi. C'est-à-dire que
j'ai besoin de préserver une bulle qui est plus importante qu'en temps normal. Quand je suis en hyperstimulation classique, je vais dire que je suis plutôt hyper accessible, voilà, voilà, dans mon travail, mes enfants qui sont à côté, voilà, tout est un peu mélangé chez moi. Donc, tout fonctionne. Sauf que quand j'ai besoin de cette focalisation, c'est les seuls moments où, en fin de compte, j'ai besoin d'espace. Et si je n'ai pas mon espace, je m'aperçois que la focalisation ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vraiment un espace dit physique, hein, qui me permet, en fin de compte, d'être en concentration, enfin, vraiment dans cette concentration, cette focalisation qui est importante. Et je peux avoir comme ça des activités qui sont soit de travail, hein, vraiment, ou alors ressourçantes, mais pour que ça puisse fonctionner, pour que je puisse baisser le niveau, je partageais que j'ai un côté j'ai plein de côtés où je suis très orientée développement durable, mais j'ai un côté où je suis absolument pas développement durable, c'est le bain. C'est-à-dire que pour moi, le bain, c'est juste mon moment sacré. Et pourquoi le bain, c'est un moment sacré? Parce que je suis donc j'ai un espace, j'ai une pièce que personne ne peut franchir pendant 20 minutes, 30 minutes. Des fois, je reste 1 heure dans mon bain, donc ça dépend de mon état émotionnel de la journée. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment cet espace, ce temps qui est à moi, rien qu'à moi, dans lequel personne ne peut se franchir et dans lequel je peux me focaliser. Et je vais me focaliser là sur du corporel, mais je vais en tout cas me focaliser sur quelque chose qui va me permettre de me ressourcer de tout ce qui peut se passer. Et cet espace-là, c'est un espace qui est, pour moi, j'allais dire, oui, qui est vraiment quasiment sacré dans mon emploi du temps. Et tout le monde me dit, bon, aujourd'hui, à quelle heure tu prends ton bain? Enfin, chez moi, voilà, ça évolue. Hein. Ça évolue totalement. Hein. Je peux le prendre à 8h30 du matin, je peux le prendre à 11h30, je peux le prendre le soir à 19h, 23h. Bon, personne ne sait quand je prends un bain, mais tout le monde sait que je vais prendre un bain. Et à un moment donné, je vais avoir besoin de ce temps-là. Et donc, mais derrière, je peux en ressortir, je vais y rentrer avec tout le poids de la journée, si c'est le soir, ou peut-être ayant quelques petits problèmes de sommeil aussi, bien sûr, avec tout le poids de la nuit, dans lequel je n'ai pas toujours bien dormi. Et ce temps-là me permet en effet de repartir. Hein, c'est une ressource super forte. Chez moi, enfin, en tout cas, je pense. Bouchra, ça répond à ta question, Oui, oui, ça me parle quand tu as dit l'exemple, ça me parle. Oui, j'ai besoin d'espace physique, exactement, pour me concentrer. Et j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour moi, pour pouvoir me focaliser. En fait, c'est le trio, en fait, la combinaison des trois, c'est ça qui me permet de me focaliser, enfin, de gérer mon hyperstimulation. J'ai besoin d'une activité, une seule, dans du calme, dans un espace physique, toute seule, et j'ai le temps devant moi. Ça, j'arrive à faire l'activité comme je veux, sans stress. Donc oui, ça me parle. Je le faisais avant, mais je n'ai pas fait le lien avec l'hyperstimulation, mais je cherchais ces trois critères, en fait, pour pouvoir faire une activité agréable. Par exemple, la lecture. Moi, j'aime bien lire. C'est mon temps de presque quotidien et j'ai besoin de ces trois critères pour pouvoir lire, sinon je n'arriverai pas. Donc, ça me parle, oui, ça me parle. Merci. je vois. Karine. Karine. Ouais. Ouais, en vous écoutant, là, je réalise que, sans m'en rendre compte, j'ai mis en place une stratégie pour apaiser une partie de mon cerveau, je pense, parce que j'ai toujours 1000 trucs sur ma liste, soit des choses que je dois faire, soit des choses que j'ai envie de faire. Quand le je dois faire n'est pas assez grand, je rajoute sur ce dont j'ai envie. Et en fait, moi, j'utilise depuis des années la technique du Pomodoro. Donc, les 25 minutes de travail, monotâche. Et de toute façon, ça fait des années que je dis que je ne sais pas faire deux choses en même temps et les gens me regardent bizarrement et je leur dis, mais je vous jure, c'est impossible pour moi de faire deux choses en même temps. Et là, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi. Et je réalise qu'en fait, ce Pomodoro, là, ces séquences de 25 minutes, je pense qu'elles m'aident à tranquilliser la partie de mon cerveau qui est avide de tout ce qu'il y a à faire et qui est excitée à l'idée de tout ce qu'il y a à faire, en lui disant, t'inquiète, tu vas tout faire.
juste là, pour les 25 minutes qui viennent, tu vas faire une seule chose. Mais les autres, tu les feras dans toutes les autres séquences de 25 minutes qui suivent. Et puis une fois que c'est tranquillisé et que j'enchaîne plusieurs 25 minutes, peut-être que ça peut être toujours sur un seul et même sujet. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir apaisé la partie de mon cerveau qui a envie de tout. Voilà, ce que j'avais envie de partager. Et il y a une super appli pour ça, qui s'appelle Forest, sur laquelle on plante des arbres. Donc, à chaque fois qu'on lance une séquence de 25 minutes, si on ne touche pas à son téléphone, à la fin des 25 minutes, on a un arbre virtuel qui a grandi. Et au bout d'un certain temps, on a toute une forêt. Et je crois même qu'il y a la possibilité de planter des vrais arbres. Donc, pour celles qui, comme moi, fonctionnent un peu au ludique ou au développement durable, ça peut être un bon outil. En tout cas, moi, ça marche. Et ça marche aussi pour les enfants, parce que moi, ma fille, à un moment, avait, dans ses révisions bac blanc, là, elle est en première, donc bac de français, et en effet, elle avait cette application pour se limiter de toutes les stimulations qu'ils peuvent avoir, aussi avec leurs petits, leurs amis qui leur envoient plein de messages. Et donc, du coup, elle s'était mis cette application pour se bloquer avec sa meilleure amie. Elle mettait l'application toutes les deux en même temps. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, elle ne recevait aucune notification. Et pour être pleinement concentrée, quoi. Donc, c'est vrai que je vois ma fille qui fonctionne à fond avec cette appli. Il y a des temps où elle se dit, là, punaise, même Solène, je ne lui réponds pas. Et donc, je suis concentrée. Ah ouais, super. Super. En Donc, fait, ouais, dans tous ces exemples, quand même, il y a une chose qu'on a à ajouter, hein, c'est que pour que ce trio marche, il y a la dimension plaisir. Tu vois, dans le bain, dans la lecture, la musique, le ludique qu'a évoqué Karine. S'il n'y a pas cette dimension plaisir, il n'y aura pas répétition en fait de ce schéma de focalisation. Donc, on a quand même listé un certain nombre, je prends un certain nombre de pratiques qui fonctionnent, et après, on va faire notre pause, et puis après, on pourra reprendre après la pause sur d'autres pratiques, en tout cas, nous, comment on vous propose de travailler sur l'hyperstimulation. Mais on a essayé vraiment de lister, en tout cas, quelques petites pratiques qui peuvent fonctionner pour travailler sur cette hyperstimulation. Ouais, il y a donc des pratiques qui vont être plus sur la dimension intellectuelle, d'autres sensorielles. Donc intellectuelle, la stimulation du cerveau gauche. Bon, ça, c'est un ensemble de pratiques du type compter à l'envers. Voilà, qui vont nous obliger à compter différemment. La libération, LSE, la libération du stress émotionnel, le cerveau en mode off. Donc là, il y a différentes façons de mettre son cerveau en mode off. J'en discutais dernièrement avec une amie et elle me disait, moi, le seul truc qui me fait mettre le cerveau en mode off, c'est de regarder une série, mais une série la plus débile qui soit. Donc voilà, c'est vraiment chacun va tisser et trouver ses pratiques. La respiration, bien sûr, moi, c'est la respiration qui m'a sauvée. Et donc, pareil, sur la respiration, il y a différentes pratiques de respiration dans les pratiques, en termes les différentes pratiques qui sont dans le catalogue yoga, on va dire, et d'autres pratiques qu'on va retrouver plus en sophrologie. Les méthodes d'entraînement cérébral, tout ce qui va être stimulation et entraînement. Sur le sensoriel, on peut aller identifier les déclencheurs pour s'en protéger. Donc, vous avez commencé à en parler par rapport au bruit, par rapport à la lumière. Donc, certaines personnes qui préfèrent les ampoules blanches, les ampoules jaunes, il y a vraiment
tout ça, l'éclairage façon bougie, enfin, voilà, c'est vraiment s'écouter par rapport à ça. Bah, toutes les techniques qui vont nous aider à gérer les émotions, hein, enfin, et connexes, ben, le fait de prendre conscience de ses besoins, se reconnecter à ses besoins, tout ce qui va être aussi sur la préparation au futur, hein. Certaines personnes ont besoin de travailler cette préparation, travailler cette planification. C'est ça aussi, hein, c'est quelque chose qui va les aider. Et puis, bon, bah, aussi les techniques de l'EFT, hein, pour tout ce qui est débordement émotionnel. Donc là, il y a les différents protocoles en EFT en fonction de son état, de son état d'urgence et de débordement émotionnel. Donc voilà, ça c'est un petit panel d'outils. Et puis, on verra de toute façon après la pause, nous, des pratiques qui vont vous aider aussi à explorer pour faire votre expérience et faire votre choix. En fait, les outils qui seront les plus personnels. C'est vraiment important cette dimension personnelle. C'est important, voilà, et pour certaines personnes, ça marche très bien la méditation, pour d'autres pas du tout, le bain, voilà, etc. Donc, il y a vraiment une dimension très personnelle et une exploration personnelle pour trouver en fait ces outils. Ce qu'on vous propose, c'est de faire donc une petite pause d'un quart d'heure. Et puis, on se retrouve à 20h30 pour justement aller tester et voir comment on peut switcher tout ce qui concerne l'hyperstimulation. Ok. Dans un quart d'heure. Vous pouvez juste couper le son et la caméra et puis rester connecté, hein. C'est peut-être pas nécessaire de vous déconnecter. Tu es obligé de reprendre. C'est parti pour l'enregistrement. Aliment. Le burn-out, hein, quand là, en fait, ça brûle de l'intérieur, trop c'est trop, et qui va nous amener à poser et connaître ses limites, apprendre à gérer ce qui a pu créer ce déséquilibre et voir comment on travaille avec les outils, comment on va continuer à le faire et puis surtout à connaître ses limites. Et puis, le burn-out où là, on se pose la question de qu'est-ce que je fous là ? Et on va avoir besoin de sortir de la rumination. Et pour sortir de la rumination, eh bien, on va essayer de sortir du mental. Et pour ça, on va redescendre dans le corps en étant sur du mouvement et voir qu'est-ce qui va me convenir dans la dynamique du mouvement, que ce soit le sport, la danse. Pour moi, c'est la danse. Voilà, chacun va trouver sa mise en mouvement pour que son corps puisse aller dépasser l'état de rumination. L'harmonie, en fait, son énergie, elle va fluctuer. Hein. C'est ce que vous avez évoqué pour un certain nombre. Hein. Donc, elle peut être harmonieuse, chaotique à tout moment. Et avoir, comme on vient de le voir, là, différents impacts au niveau physiologique, émotionnel, mental. Et donc, du coup, nous emmener dans un de ces états, que ce soit le burn-out ou le burn-out. Et en fait, pour essayer d'arriver à harmoniser ça, on va là maintenant vous accompagner à explorer autour de nos 3 temps, autour de notre élément feu et comment en fait je vais travailler mon feu, faire que j'arrive à utiliser toute la puissance de mon feu. Parce que mon feu, c'est quoi? C'est mon passage à l'action. Au travers de
trois temps. Le premier temps qui va être d'accueillir son feu dans son côté positif, son côté négatif, de voir comment je vais préserver en fait le foyer nécessaire à ce que j'ai vraiment un feu qui soit un feu transformateur, un feu qui me permette de passer à l'action et d'être vivante dans tout ce que j'engage. Et puis comment je vais pouvoir attiser ce feu intérieur pour que j'ai cette harmonie au niveau de mon énergie. Alors, cette démarche, elle est toujours en lien donc avec notre démarche qu'on a posée autour de l'étoile des forces et l'équilibre en fait de nos éléments constitutifs. Et l'équilibre autour du feu, c'est l'équilibre de l'énergie. Notre force feu. La force feu, le feu, c'est, comme je l'ai déjà évoqué, c'est vraiment la pulsion de vie. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, de dépasser nos obstacles. Donc, il est essentiel, en fait, de travailler à la puissance de cette énergie, qui est une énergie intense, une énergie transformatrice, mais c'est aussi une énergie qui est très fragile. Le feu, comme vous avez pu tout le vivre, eh bien, ça demande de la subtilité pour le garder dans un état de feu puissant, de feu qui porte, de feu qui réchauffe. Si on a trop de feu, on aura plutôt tendance à être dans la colère, dans l'excitation, dans l'hyperactivité. Au contraire, si on manque de feu, c'est le sentiment de vide, le sentiment de passivité, le repli sur soi, l'envie d'être seul que vous avez évoqué quand on a une stimulation, une hyperstimulation qui est trop forte. Donc voilà, il va falloir jouer avec cette maîtrise du feu pour que on arrive à trouver les éléments qui équilibrent notre feu, puisque en fait tous les éléments ont une influence très forte sur le feu, que ce soit l'eau, la dimension relationnelle, que ce soit l'air, toute la dimension stimulation de l'imaginaire, et puis aussi la terre a une influence sur le feu. Alors, comment switcher ? Alors, comment switcher? On disait 3 étapes. La première étape qu'on vous propose, c'est donc d'accueillir son feu. Et alors ça, on ne va pas pouvoir le faire là, mais en tout cas, on vous mettra dans le journal l'élément. On vous propose de faire un mandala justement de votre énergie, de votre feu, tous les jours, pendant un mois. Pour voir justement comment ça fonctionne, est-ce que c'est à certains moments. Alors, on l'a remis aussi avec la Lune, parce qu'actuellement, il y a aussi tout ce qui peut se passer. Si on regarde un petit peu au niveau un peu astrologique, dans sa globalité, pas les horoscopes, mais dans sa globalité astrologique, on voit que depuis le début d'année, c'est que des mois où ça tape énormément. Le mois d'avril, on nous annonce que c'est encore le gros mois. Enfin, il y a 2 gros mois dans l'année, ça va être avril et octobre. Donc, waouh, là, on est déjà sur des mois qui sont très forts. Tout le contexte autour de nous montre bien à quel point aussi ce sont des mois qui sont très denses. Donc, en tant qu'hypersensible, on récupère beaucoup de choses. Et donc, ce qui pouvait être intéressant, c'était de regarder sur un mois comment fonctionne votre énergie, d'accueillir qu'il y a aussi des moments où l'énergie elle est super forte. Et puis, il y a des moments où, en effet, notre énergie va être beaucoup plus faible, et voir justement, est-ce que je suis, quand cette énergie est là, est-ce que je suis plutôt dans l'hyperstimulation, je suis plutôt dans l'hypostimulation aussi, ça peut être le cas, des fois, avec peut-être le bore-out, choses comme ça, mais en tout cas, comment je me situe et comment ça fonctionne. Donc, on vous remettra cette petite, ce mandala.
ce mandala du feu dans le petit cahier. À caler avec, vous avez à l'intérieur les lunes, là, vous allez pouvoir caler le jour mensuel par rapport à la lune. Deuxième chose, c'est tout ce qui est préserver son foyer. Et on a entendu parler de bulles depuis le début de la masterclass. Mais c'est vrai que j'entends que c'est une bulle qui va être envahie. C'est une bulle dans lequel on peut aller, mais je n'entends pas que ça soit une bulle de protection. Et ce qui est super important au niveau énergétique, au niveau, alors je dis d'autant plus pour des profils qui sont comme les nôtres, c'est vraiment d'avoir cette capacité de se protéger dans sa bulle et d'avoir vraiment une bulle de protection. Est-ce que, là je vais faire un petit sondage, est-ce que vous mettez en place une bulle de protection, vous la mettez en place, et dans ces cas-là, le matin, voilà. Est-ce que vous en mettez une en place et comment ça fonctionne pour vous? Moi, j'ai l'impression, vous m'entendez là? Oui, tout à fait, Karine, on t'entend. C'est réglé les problèmes de son. J'ai l'impression qu'elle est toujours là, ma bulle, tout le temps. Tout le temps à côté de moi, à proximité, et j'y vais quand j'en ressens le besoin. Après, elle est là plus particulièrement le matin au réveil. Et j'ai eu un rituel, Solange, comme toi, du bain, à une période de ma vie, tous les matins. Tous les matins. Et j'avais besoin de ça pour me mettre en condition pour pouvoir aller au travail. Donc, c'était assez parlant. Voilà. Donc, ma bulle, elle est toujours là. Ok. Elle est toujours là. Et elle a quelle couleur, ta bulle? Parce que selon chacun, notre bulle, elle peut aussi avoir... Elle est transparente. Elle est transparente. Elle est transparente. Ça me rappelle un peu comme les ballons qu'on voit maintenant, les bulles transparentes en espèce de plastique, là. Hein, et on peut jouer dedans. Et ben, ça fait un peu ça. Donc, elle est très fine, transparente. Et j'y vais quand j'en ressens le besoin. Enfin, ouais, quelque part, c'est l'impression que j'ai. Et on m'a déjà dit, un professionnel m'a déjà dit, vous savez, Karine, vous pouvez sortir de votre bulle maintenant. Et ça m'amuse là quand je vous entends. Peut-être qu'il n'avait pas détecté mon profil finalement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui mettent en place des bulles? Alors, oui, moi, du coup, lorsque je vais au bureau, j'ai besoin de... Enfin, je fais un petit rituel énergétique, en fait, pour nettoyer le bureau. Et ce qui fait que ma bulle, je l'agrandis à tout l'espace du bureau. Voilà. Pour être justement dans cet espace. On parlait d'espace tout à l'heure et je pense que c'est ça. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Et je l'ai ressenti une fois où justement j'avais eu un accrochage avec une personne du lieu et je me suis sentie en insécurité et j'ai dû fuir mon bureau en fait. Ça a été terrible. Ça arrivé une fois. Et il a fallu après que je nettoie le bureau parce que justement la sérénité de cette bulle qui est importante pour moi, du coup, elle n'avait pas été respectée. D'autres expériences sur les bulles? Sur vos bulles de protection? Oui, j'ai identifié en fait 3 moments de la journée, 2 moments de la journée où je me mets dans ma bulle. C'est en fait le matin. Je me réveille un peu tôt pour justement prendre une demi-heure pour lire. Et voilà, je pense que ça, c'est un moment où je me mets dans ma bulle avant de commencer la journée. Et justement, ça me permet de commencer la journée avec sérénité. Si je ne le fais pas, j'ai l'impression que je suis en manque ou je suis stressée dès le début de la journée.
Mais si je fais ce rituel de lecture le matin, je commence la journée, c'est comme si j'ai déjà accompli ce qu'il fallait faire la journée pour moi, c'est le plus important, je dirais. Après les tâches, mais ça, c'est essentiel pour moi. Donc, enfin, je comprends pourquoi c'est essentiel maintenant que je fais le lien avec se mettre dans sa bulle. Et aussi, l'après-midi, une demi-heure, enfin, une demi-heure comme ça, je me mets toute seule et peu importe ce que je fais en fait, mais je juste toute seule, mais sans parler, sans rien. Enfin, je fais des activités, mais tranquilles, pas de trucs hyper stimulants, juste un truc tranquille chaque après-midi. Et ça aussi, si je ne le fais pas, je commence l'après-midi. Je sais que la soirée, ça serait désagréable pour moi. La fin de la journée, ça serait désagréable. Donc, ces 2 moments de la journée, j'ai les ai identifiés. Tout à fait. Et je vois que Séverine disait tous les matins, tu fais ta bulle. Oui, bah, moi, en fait, j'ai la chance, je me suis rendu compte qu'en face de ma chambre, en ouvrant la fenêtre, j'avais un arbre de vie, c'est-à-dire un très, très beau noyer, totalement équilibré. Et en fait, voilà, moi, c'est visuel. Et quand je le vois, quel que soit le temps, voilà, ça me régénère. Et puis, je regarde un peu comment je mets les pieds par terre aussi, parce que parfois, l'énergie, elle est tellement présente que j'ai l'impression de l'avoir vraiment presque de sautiller directement, et puis d'autres fois, pas du tout. Donc voilà, c'est aussi une manière de tester ça, de s'ancrer, je pense. Voilà comment je fais le matin. C'est juste un ressenti, en fait. Ce n'est pas vraiment une pratique, c'est un ressenti. Super. Bah, merci pour ces partages sur les bulles. Pareil, dans le petit journal, on mettra une pratique pour créer une bulle. Et puis, si quelqu'un ne crée pas de bulle, bah, bien sûr, vous nous contactez. Puis on verra ça ensemble. Parce que c'est important. Pensez au silence, en fait. Désolée, j'interviens à la fin, mais c'était juste pour dire le silence. Parce que moi, je me suis aperçue qu'on parlait de toute façon d'hyperstimulation de partout, d'écran. Et moi, j'avais toujours un fond sonore, mais même volontairement, de musique, parce que par curiosité d'écouter des émissions très intéressantes, etc. Et en fait, je me suis aperçue que la bulle de silence ressourçait énormément. Voilà, j'arrête. Je te laisse. C'est vrai. Non, c'est vrai. De se couper, oui, à un certain moment. Moi, de temps en temps, pardon, en fait, pendant ma journée de travail, entre midi et 2, je vais marcher dans la ville. Et ça me permet de me couper des personnes autour de moi, des collègues, voilà, et puis de déambuler. Et là, c'est vraiment me recentrer sur moi. Et à un moment, j'allais, ça fait des années, mais c'est vrai que ça me manque, j'allais m'asseoir à la cathédrale de Strasbourg. C'est un lieu très apaisant. Et je restais là un quart d'heure, 20 minutes, et puis je ressortais, ça me faisait du bien. Parce que justement, il y avait le silence, c'est un peu une pause méditative, on va dire. Et puis, il y a l'énergie du lieu, la cathédrale de Strasbourg, c'est magnifique. Donc, du coup, c'est vrai que ça me ressourçait. Mais pas toujours évident à faire. Attiser son feu intérieur. Nous vous proposons de poser sur une feuille 3 adjectifs pour décrire comment vous aimeriez vous sentir dans votre job ou dans votre vie. Et au regard de ces 3 adjectifs, que devez-vous chérir en priorité pour avoir une vie avec une jauge qui bascule le plus souvent possible vers la zone verte? Quelle prochaine action
pouvez-vous réaliser pour équilibrer votre feu et donc favoriser le maintien de votre jauge au vert? Donc là, donnez-vous quelques minutes pour répondre à ces questions, poser ces 3 adjectifs. Alors, si c'est... Voilà, on va pouvoir comme ça continuer, hein, continuer justement pour aller rééchanger. On a vu la première partie, hein, sur la jauge de l'hyperstimulation. Eh bien là, ce qu'on va vous laisser, c'est un autre temps. Alors, ça ne sera pas spécifiquement avec les mêmes personnes. On va rechanger comme ça, mais c'est voilà, quels sont par rapport pour partager sur justement sur ce que vous avez pu indiquer, vos réflexions. Et du coup, quelles sont les nouvelles habitudes que vous avez choisies, mis en place? Qu'est-ce qui est donc vraiment important pour vous par rapport à ça? Et puis, quel activateur? Qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait des activateurs, hein, enfin des signaux d'alerte. Et ben, est-ce qu'il y a des activateurs de cette habitude? Est-ce que vous avez... oh, quoique, j'hésite. Je peux vous remettre... Il y a... Tac, tac. Non, on va peut-être recréer, mais je pense que je vais faire 2 salles. Je n'ai plus envie 2 salles. Ouais, ça sera plus... Voilà. Et l'idée, ça sera après, en groupe complet, de partager une habitude et un activateur ultra créatif. Ok. C'est bon pour vous? Vous avez des questions? Non? Ok, j'ouvre les salles. Super de vous revoir après ces échanges dans les sous-groupes. Excusez-moi, je m'étais... Alors, à partir de vos partages, quelles sont la nouvelle habitude la plus créative que vous avez envie de partager dans votre groupe? On n'en était pas arrivé jusque-là, je crois. Ah ouais, c'est la sélection. Sophie, Ah ouais. tu peux peut-être partager du coup ce dont tu nous parlais. Au revoir Armel. Oui, Alors, je vais devoir vous laisser, oui. j'enchaîne avec des cours derrière. Donc du coup, voilà, je suis obligée de vous quitter. Merci à tous, à toutes pour ces échanges. Et s'il y a d'autres questions qu'il faut que je réponde en off, n'hésitez pas, je reste connectée, mais voilà, faut que je reparte sur mes devoirs. Ok, super. La dernière Eh ben, partie. bon courage. Merci, bonne soirée à Belle tous. soirée. Bonne soirée. Belle soirée, Armel. Bonne soirée. Sophie? Oui, alors du coup, j'ai fait part en fait d'une pratique qui est externe. Alors c'est à prendre, enfin, je prends beaucoup de précautions oratoires autour de ça, mais c'est pour dire que une des pratiques et une des actions que j'ai en ce moment, c'est de faire un programme de neurofeedback.
et alors je disais, je viens de vous servir de cobaye pour le groupe et vous dire dans 3 mois ce qu'il en ressort, parce que c'est en 3 phases et j'ai 2 séances par semaine et voilà, ça s'étale sur 4 mois. Et effectivement, le principe, c'est qu'il y a une plasticité du cerveau et qu'on travaille la concentration et le calme en même temps. Alors, enfin, c'est très résumé pour faire vite, hein. Il y a plein de choses qui sont sur Internet. Et puis, si vous voulez, je vous ferai une thèse et je la partagerai avec vous à la fin, au-delà de l'aspect pratique. Mais j'avais vu que c'était très recommandé, enfin, c'était recommandé, même s'il y a des sceptiques, pour l'hypersensibilité en particulier. Super. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a un autre partage? Alors, je ne sais pas si c'est original, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très juste. Ce qui a été partagé dans notre groupe aussi, c'est le fait de rire, en fait, c'est hyper important et ça rebooste, voilà, ça nourrit, voilà, c'est hyper bénéfique. Et ça crée le déséquilibre dont je parlais au début. Ça crée un décalage, ça crée un déséquilibre. Donc automatiquement, c'est super. Ouais. Blanche, pourquoi tu dis que ça crée un déséquilibre? Le rire, bah, ça crée un décalage par rapport à la réalité. Ah oui, merci. Ouais, donc, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est un autre regard. Donc, ouais, et puis, ça calme bien notre reptilien. Tout à fait. Ça le rassure de rire. Il aime ça, notre reptilien. Faites-le rire le plus possible. Est-ce qu'il y a une autre pratique que vous avez envie, même si c'est voilà, c'est pas une autre pratique qui vous a inspiré dans ce que vous avez entendu ou dans ce que vous avez envie de partager? Oui, j'aimerais bien partager mon expérience par rapport à un programme que je viens de démarrer qui s'appelle un programme MBSR, c'est en anglais. Je ne sais pas, ça se passe sur 8 semaines. Et c'est un programme qui est centré sur, je l'ai fait en ligne, ce qui est centré sur le corps et juste sur le corps. Le mental, il est exclu de ce programme. Enfin, pas exclu, mais enfin, c'est le corps qui est la clé du programme et les pensées, s'ils sont là, eh ben, ils sont là, mais ils ne font que passer. Et c'est vraiment centré sur le programme. Il y a des exercices à faire quotidiennement. Et ça fait 2 semaines que j'ai commencé avec eux. Et j'ai trouvé qu'il y a de l'impact par la sérénité. Enfin, je ne suis pas toujours sereine, mais je dirais qu'il y a un impact positif. Donc, si vous êtes intéressé par le programme, allez-y, ça s'appelle MPSR et en fait, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste de vouloir le faire, en fait. C'est juste ça, mais c'est vrai que c'est bénéfique pour ce qui est de l'hypersensibilité, de l'hyperstimulation. C'est un moment qu'on est obligé d'arrêter tout, en fait. C'est un moment, parce qu'on est en groupe, il y a l'engagement du groupe, et ça, 2h30 par semaine, on est engagé, on est obligé d'arrêter tout. Mais à la fin de la séance, c'est bénéfique, en fait. On sent que notre mental est apaisé et que c'est ressourçant et on peut, enfin, l'hyperstimulation peut revenir, mais ce moment-là d'arrêt, ça fait du bien. Voilà. Merci Bouchra pour ce partage. Un programme que nous recommandons aussi, que nous avons fait avec Solange. Et actuellement, petite précision, moi je suis sur un programme qui fait partie en fait de toute cette gamme de programmes MSC, qui est un programme sur l'autocompassion. Oui.
et qui est, voilà, je t'invite aussi à faire si tu en as l'occasion, où on travaille plus particulièrement sur voilà, tout ce qu'on peut faire pour développer pour soi de l'autocompassion. Mais c'est vrai parce que je trouve qu'on n'est pas très, enfin, l'adjectif compassion, comme on dit en français, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup d'autocompassion par rapport à notre hypersensibilité, je trouve. Moi, personnellement, je la juge comme une faiblesse. Il n'y a pas beaucoup d'autocompassion par rapport à ça, alors que c'est un trait, c'est une caractéristique qu'il faut accepter et justement avec compassion. Justement. Merci pour ces partages. Et est-ce que vous avez décelé, identifié des activateurs justement de ces nouvelles habitudes? Des choses justement qui vous emmènent à aller davantage vers le vert dans votre jauge, plutôt que les petites choses comme ça qui en effet permettent en effet de passer. Alors, Solange, je vais faire comme dans Les Inconnus, j'ai pas compris la question. Désolée, enfin, en tout cas, il y a un truc qui manque pour cerner. C'est un élément qui peut permettre justement de déclencher cette nouvelle habitude d'aller justement, de prendre un temps pour soi pour faire du neurofeedback ou de suivre un programme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe et qu'on teste comme ça et qu'on va vers ce type de programme? Karine? Du coup, merci pour la clarification, parce que je partageais dans le sous-groupe que moi, ce qui me soutient beaucoup et ce qui me canalise, c'est le rendez-vous de 8 heures dont j'ai parlé à Nathalie. C'est un temps seul, pas tout seul, tous les matins de la semaine de 8 heures à 9 heures, pendant lequel des gens qui ont un projet d'écriture, mais vraiment au sens très large, ça peut être aussi écrire pour soi, sur soi, avec les pages du matin, par exemple. On se retrouve comme dans une bibliothèque, en fait, on est sur Zoom, les micros coupés, les caméras allumées, et il y a la présence du collectif. Et moi, ça m'aide beaucoup, parce qu'à la fois, ça me permet d'avancer sur mon projet d'écriture, et ça me permet les matins où j'ai besoin de poser les choses, ça me crée cet espace et ce rituel et ce rendez-vous avec moi-même pour poser tout ce qui est en ébullition. Et pour le coup, si je comprends bien ta question de l'activateur, moi, ce qui active, c'est le fait que ça soit avec les autres. Tu vois, c'est le fait que ce truc-là, ça fait des années que je me dis « Ah, ce serait bien que tous les matins, je prenne un temps pour écrire, nanana. » Ça n'a jamais marché. Et là, le fait de le faire avec d'autres, pour d'autres, là, ça a vraiment installé quelque chose de manière durable et pérenne, parce que s'il y a de la joie et il y a du plaisir, on peut le faire ensemble. Donc ouais, c'est ce facteur-là, je ne sais pas si c'est un facteur de motivation, mais ouais, c'est un activateur pour moi, clairement. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous si le cœur vous en dit. Je t'ai dit, moi je viendrai, mais pour l'instant, je ne sais pas, mais je n'ai jamais réussi à 8 heures. J'étais chaque fois dans les choux. Mais je sais que je regarde la citation, c'est fantastique aussi, cette citation tous les matins. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres activateurs pour être davantage dans le vert? On se demandait si activateur, ça faisait référence à la slide que nous a présentée Nathalie tout à l'heure, avec tous les outils. C'était ça ou pas? Alors, pas spécifiquement, c'était de façon plus globale, mais ça peut bien sûr être totalement dedans, quoi. Ouais. Ok.
En fait, on se disait qu'il y en avait plusieurs qu'on ne connaissait pas forcément. Et moi, j'aurais eu en tout cas bien envie de revenir, si on a un peu de temps, de revenir un tout petit peu dessus, si on peut, et si c'est OK pour tout le monde. Ouais. Ça serait OK pour tout le monde si on rebalaye les... Et Karine, il y a Isabelle qui aimerait bien que tu nous transmettes le lien pour l'atelier. Hop là, voilà, j'y arrive. Je transmets, hein, le chat, ça sert aussi. Super. Vous me direz, Solange et Nathalie, c'est pas la bonne. Hop, voilà, je pense que c'est là. Si ça vous va, je vous envoie le lien à vous, Bien sûr. Solange et Nathalie, Oui, et puis je vous le mettrai. Cool, merci beaucoup. Nathalie, tu voulais reprendre sur les outils? Bah, oui, je peux reprendre en fonction de Karine, déjà, ceux qui te questionnent, ceux sur lesquels tu as envie d'avoir des précisions. Bah, il y en avait plein en fait. Stimulation cerveau gauche, c'est ce à quoi vous faisiez référence tout à l'heure avec les épaules qui ne marchent pas dans le même sens ou comptées à l'envers, c'est ça? Ouais. Ok. LSE, je ne sais pas ce que c'est, moi, par exemple. Alors, en fait, ça, c'est un outil qui est un outil issu à la fois de la kinésiologie et de l'acupression. Et en fait, c'est un protocole avec où on travaille sur les sensations physiques. Voilà, donc il y a différents protocoles. C'est différent, c'est pas la même chose que c'est pas du tout c'est pas la même chose que le FT, comment dire, que le FT, parce que en fait là on va travailler sur le cortex préfrontal avec de l'activation manuelle au niveau de la tête. Ok. Cerveau en mode off, je me disais génial, elles ont trouvé l'interrupteur, mais dites-nous où il est. Est-ce que c'est proche de l'access bar du coup? Oui, c'est ça. Le LSE, ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est dans la même veine, mais c'est un peu différent, mais c'est dans la même veine. D'accord. En fait, le cerveau en mode off, alors là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, ça va être de trouver en fait qu'est-ce qui m'oblige à faire une pause, qu'est-ce que j'ai comme moi, comme activités qui vont me déconnecter. Et donc ça, c'est ce que je disais, ça c'est plutôt, il y a une recherche personnelle à faire. Et comme je racontais que mon amie, elle, il fallait qu'elle regarde une série débile. Donc pour certaines personnes, ça va être des choses qui les font rire. Voilà, donc ça c'est plutôt, voilà, c'est prendre en compte et accepter le fait que je vais avoir des pratiques qui vont mettre mon cerveau en mode off et accepter des choses qui sont, quand elle dit une série débile, c'est voilà, accepter d'aller vers quelque chose qui, en fait, n'a pas vraiment de sens. C'est ça le principe du mode off. Est-ce que dans un autre registre, ça peut être aussi toutes les activités qui nous mettent dans des états de flow ou c'est pas tout à fait dans cette même famille? Quand on dit les activités qui nous mettent dans le flow, le flow, c'est cet l'état de bien-être. Et donc, on peut envisager un certain nombre d'activités qui sont... c'est pareil, en fait, ces activités, c'est très personnel. Et voilà, dans le mode off, pour certaines personnes, la pleine conscience marche très bien. Je sais que pour le mode off, tu parlais de... On va peut-être après, parce que je voudrais bien aussi, avant que tout le monde parte, qu'on puisse clôturer. Voilà, mais... 30. Merci. Ok, pardon, je n'avais pas vu l'heure. Ah ouais.
Donc voilà. Et puis, comme Karine, c'est comme ça, si tu as des questions, on en reparle jeudi matin. Ouais, parfait. Tu regardes, on en reparle Ça ensemble. marche. Ouais, merci. Et quand je dis la pleine conscience, on pense toujours à une méditation. Ce qui est intéressant de la pleine conscience, c'est qu'en fait, on a différents types de méditation. On peut avoir de la pleine conscience amenée dans des activités, en fait, qui deviennent méditatives. Juste le fait de boire ton thé en prenant en compte tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire la sensation de la tasse, le toucher, l'odeur, le goût. Voilà. Et en fin de compte, c'est pas que tu vas mettre 10 minutes à boire une gorgée. Mais en fait, c'est un mode off quand on le travaille comme ça. Il y a l'exercice, il y a le grain de raisin aussi qui est très utilisé dans les pratiques, par exemple, de pleine conscience, qui vont stimuler ce mode off. Mais ça aussi, c'est très personnel. Il y a des personnes, ça ne marche pas. Voilà, toujours les mêmes. C'est vraiment très... il y a des choses exploratoires et surtout se laisser expérimenter et puis accepter que on peut se dire que ça n'a pas suffisamment. On est toujours en prise avec cette question de faire des choses qui font du sens. Et en fait, dans le mode off, on peut faire des choses qui nous stimulent sur d'autres dimensions, mais qui n'ont pas forcément du sens. Et avant qu'on se quitte, on avait une dernière question, puisqu'on a décidé que le choix, on va vous envoyer un mail avec le sondage Klaxoon et le prochain sujet, vous allez le choisir comme ça, tranquillement, demain ou en tout cas avant la fin de la semaine. Mais là, maintenant, on avait juste une question qui est quel regard portez-vous sur vous à la lumière de ce que vous savez maintenant sur l'hyperstimulation? Et j'aimerais bien qu'on puisse tous partager comme ça une petite phrase sur justement quel regard vous portez sur vous à la lumière de ce que vous savez maintenant. Ouais, moi, je veux bien. Il y a une image qui m'est venue assez spontanément, l'image de cette usine incroyable, là, de l'usine fantastique dans Charlie et la chocolaterie. Il se passe tout le temps des trucs. Alors, c'est chouette, hein, c'est coloré, c'est sucré, ça fume, ça fait des... Et là, tout à coup, je me dis, tiens, je commence à avoir quelques pages du mode d'emploi. Tu vois, je viens de découvrir le coffre dans lequel il y a le mode d'emploi. Il n'est pas complet encore, hein, loin de là. Mais je vais pouvoir gérer les 3-8, gérer les shifts, les rotations, les remplacements d'équipe. Voilà, on va pouvoir se calmer un peu. Ouais, voilà. Et merci beaucoup à toutes les deux et à chacune d'entre vous. Merci, Karine. Hélène. Pour moi, en fait, ça a été un déclic parce qu'en fait, je n'avais jamais fait le lien avec une sensibilité parfois très présente, très forte et l'hypersensibilisation. Donc, du coup, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et puis, c'est vrai que je trouve que c'est... Et puis, en plus, j'ai vu que c'était partagé. Moi, comme moi, j'avais parlé du bruit initialement et du coup, je me suis rendu compte que c'était présent chez beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, c'est bien. Ça fait du bien d'en savoir un peu plus. Merci. Merci, Hélène. Oui, Isabelle. Oui, alors je rejoins Hélène. En fait, moi, c'est la notion de groupe, en fait. C'est ça, le fait de me dire, bon, voilà, je suis pas que j'avais l'impression d'être toute seule, mais peut-être si quand même d'être un peu un martien et de me sentir hyperactive, alors qu'en fait, c'est pas de l'hyperactive. Je suis pas... voilà, si, c'est peut-être une forme d'hyperactivité, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression, en fait, au vu de ce qu'on a pu voir
c'est de l'hypersensibilité, c'est quand même plus positif au bout du compte. Mais voilà, donc c'est bien avec en effet des pistes qui étaient déjà posées, mais avec la force du groupe, c'est peut-être plus facile de mettre en place des routines. Voilà. Donc merci pour cette soirée avec toutes ces informations. Merci à toutes. Merci Isabelle. Enchaîner, vous voulez? Oui, Bouchra. Oui, Bouchra. La réflexion qui me passe là, c'est que je ne prends pas assez en considération mes particularités, pas assez au sérieux, pas assez justement. Mais je pense que faut que je prenne plus en considération mes particularités et que je leur donne plus d'espace pour exister pleinement, pour me poser trop de questions. Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que ça répond aux normes ou pas? Je pense que je fais ça, mais comme si je volais des moments pour moi. Mais en fait, je devrais changer un peu cette attitude et assumer pleinement ces particularités. Et justement, il y a du bon là-dedans, il y a du moins bon, mais il faut assumer, il faut que j'assume un peu plus et que ce ne soit pas des moments volés, mais des moments qui font partie de ma vie vraiment. Voilà, c'est ça ma réflexion qui me vient de cet atelier et je vous remercie toutes. Merci Bouchra. Merci Bouchra. Je crois qu'il reste moins. Alors, c'est un mot que j'emploie avec beaucoup de précaution, mais c'est très fort parce que j'ai l'impression que j'ai un regard un peu plus bienveillant envers moi-même et ma manière de fonctionner. Et voilà, et que je me sens un petit peu moins, justement, vous l'avez évoqué, l'effet de groupe est très fort. Et puis même Solange et Nathalie, on voit bien que vous êtes, enfin que tout cela est normal, enfin je veux dire, et que du coup je me sens moins comme une extraterrestre qui doit à tout prix chercher le moyen de se maîtriser et de changer. Mais c'est plus une logique d'avoir des outils et ça a été vraiment très concret, j'ai trouvé, et varié. Voilà, et puis je terminerai sur l'analogie du feu qui doit cheminer parce que j'ai pas compris tous les feux. Enfin, je veux dire, je sens que j'ai envie de décortiquer un petit peu, mais en tout cas, il y a quelque chose de fort dans ça. Moi, je voyais le feu, pour moi, c'était forcément l'action à fond, etc. Mais il y a aussi cette notion de l'entretenir, bien sûr de pas s'embraser, mais aussi de l'alimenter. Enfin, du coup, je trouve que c'est très, très fort comme image. Merci Sophie. Touria? Du coup, pareil, comme toutes, je suis rassurée de me dire que je ne suis pas la seule à être une extraterrestre de l'hyperstimulation. Et je voulais remercier aussi pour tous les outils, toutes les pistes là, que vous nous avez données. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à trouver ma routine idéale. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Et merci pour la soirée à toutes. Merci Touria. Alors moi, je rejoins Sophie à la question quel regard portez-vous sur vous? J'ai le sentiment de porter un regard plus bienveillant, effectivement. Voilà, forte de cette soirée, je pense que je vais être moins dans la culpabilité, la remise en question permanente, mais je vais mieux comprendre en fait ce qui se joue quand je suis hyper stimulée. Et voilà, et je vais effectivement essayer de mettre des choses en place pour mieux le vivre en fait. Donc merci beaucoup. Super. Merci à vous d'avoir aussi été là pour sur cette deuxième masterclass. Donc merci
Merci de participer aussi à cette aventure que nous lançons. Merci à toutes. Ouais. Voilà, c'est Solange, encore. Oui. Merci. Et puis donc on vous envoie donc voilà, le support, le petit klaxon pour que vous puissiez choisir pour le prochain sujet, pour voilà, la prochaine masterclass. Et le replay, bien sûr, pour si il y en a qui veulent vraiment tout revoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. à vous Bonne tous. soirée à vous. Merci à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.